La brume du matin s'accrochait aux vieilles coques des bateaux comme un voile épais, effaçant peu à peu les contours du port de Sainte-Marguerite. Des mouettes lançaient des cris aigus, comme pour se moquer des malheurs qui pesaient sur ce petit village côtier. Le vent portait des senteurs mêlées de poissons frais et de sel, mais aujourd'hui, une odeur plus lourde, presque métallique, flottait dans l'air, laissant une étrange sensation d'inquiétude. Jacques Morel, un détective maritime connu pour ses succès passés dans des affaires de contrebande, scrutait l'horizon avec des yeux perçants. Son visage, marqué par des années passées à lutter contre les mystères des mers, ne laissait transparaître que peu d'émotion. Il avait été appelé ici par Jeanne Lemoine, la femme désespérée d'un pêcheur disparu il y a une semaine, le dernier d'une série inquiétante. C'est comme si la mer les avalait sans laisser de traces, avait murmuré Jeanne, les yeux rouges de larmes, en serrant dans sa main un vieux bonnet de laine appartenant à son mari. Jacques avait hoché la tête sans rien dire, mais son esprit commençait déjà à assembler les pièces d'un puzzle invisible. Le port de Sainte-Marguerite n'était pas seulement un lieu de travail pour ses habitants, il était l'âme même de la ville, le cœur battant qui la maintenait en vie. Mais ces dernières semaines, il s'était transformé en un endroit d'angoisse, où les gens regardaient par-dessus leur épaule et murmuraient des prières silencieuses à chaque lever de soleil. Les disparitions étaient un sujet tabou, et les réponses rares. Même le maire, un homme trapu nommé Pierre Duval, s'était montré réticent à fournir des détails lorsque Jacques l'avait abordé. « Vous comprenez, monsieur Morel, avait dit le maire en tirant sur son cigare, les accidents arrivent. La mer est impitoyable. Mais si vous cherchez des réponses, eh bien, vous n'allez pas trouver grand-chose ici. » Jacques savait lire entre les lignes. Le maire avait peur, et cette peur était plus profonde que celle d'un simple accident. Pourtant, le détective avait promis à Jeanne qu'il irait jusqu'au bout. Son passé d'ancien garde-côte lui avait enseigné à ne jamais sous-estimer la mer, mais cette affaire sentait quelque chose de bien plus sombre. Le premier jour de son enquête, il arpenta les quais, observant les pêcheurs qui déchargeaient leurs filets avec des gestes automatiques, comme s'ils craignaient de perdre plus qu'une simple prise. Il parla avec quelques-uns d'entre eux, mais les réponses étaient évasives, ponctuées de regards vers l'eau trouble. Si vous tenez à votre vie, monsieur Morel, restez loin de ces histoires, lâcha un vieil homme appelé Émile, ses mains rugueuses serrant une pipe presque éteinte. Certains secrets ne méritent pas d'être découverts. Jacques sentit un frisson le parcourir, mais ne laissa rien transparaître. Il remercia Émile et continua son chemin, notant mentalement chaque détail. Des chalutiers plus rouillés que d'habitude, des chaînes qui semblaient avoir été récemment réparées, et ce sentiment d'oppression qui ne le quittait pas. Quelque chose ne tournait pas rond. Il termina sa journée chez Sophie, la journaliste locale, qui l'attendait dans son bureau rempli de piles de papier et de vieilles cartes maritimes. Sophie avait les yeux pétillants et un courage que Jacques admirait secrètement. Elle l'accueillit avec un sourire fatigué. « Alors, tu as trouvé quelque chose, Jacques ?» demanda-t-elle, les sourcils froncés. « Rien qui fasse sang pour le moment, » répondit-il, « mais j'ai la nette impression qu'il y a plus ici que ce que les gens veulent bien dire. » Sophie se pencha en avant, ses cheveux bruns tombant sur ses épaules. « Il y a des rumeurs, tu sais, des histoires de lumières en mer, de bateaux qui partent la nuit et ne reviennent jamais, mais personne ne veut parler, pas même moi. » Jacques la fixa, cherchant des traces de peur dans ses yeux. Elle détourna le regard, et cela lui suffit pour comprendre. Même Sophie, qui affrontait souvent les hommes puissants de la ville, semblait craindre quelque chose d'indicible. Il savait alors qu'il allait devoir plonger plus profondément, mais il ignorait encore jusqu'où cette enquête le mènerait. Le lendemain, la lumière du jour perça faiblement à travers un ciel de plomb. Jacques se dirigea vers le port, décidé à suivre la moindre piste. Il avait en tête ce que lui avait dit Sophie, des lumières étranges en mer, des bateaux partant la nuit sans retour. Cela semblait digne d'un vieux conte de marin, mais dans sa carrière, il avait appris que derrière chaque rumeur se cachait un germe de vérité. Il passa d'abord chez le capitaine du port, Bernard Lefebvre.
Bernard était un homme massif, dont la peau était tannée par des années de soleil et de sel. Ses yeux gris, d'ordinaire vifs et attentifs, semblaient aujourd'hui voilés d'une sorte d'inquiétude. Jacques frappa à la porte de son petit bureau et entra sans attendre de réponse. « Ah, monsieur Morel !» l'accueillit Bernard avec un sourire contraint. « Que puis-je faire pour vous ?» Jacques observa la pièce. Des cartes maritimes étaient épinglées au mur, marquées de lignes tracées à la main, représentant probablement des routes de pêche. Sur le bureau s'entassaient des registres, certains ouverts, d'autres fermés, et une lampe tempête dont la mèche semblait avoir été récemment utilisée. « Je suis ici pour parler des disparitions, » dit Jacques d'une voix calme. « Je suppose que vous avez des informations que vous n'avez pas encore partagées. » Le sourire de Bernard se figea, et il détourna les yeux. « Vous savez, dit-il en croisant les bras, la mer peut être imprévisible. Ces hommes, ils prennent des risques. » Jacques haussa un sourcil. « Et ces lumières que certains disent voir la nuit, des feux follets, peut-être? Ou quelque chose de plus tangible ?» Le silence qui suivit fut lourd, presque palpable. Bernard se racla la gorge, visiblement mal à l'aise. « Je ne prête pas attention au racontard, finit-il par répondre, mais Jacques pouvait voir une goutte de sueur perler sur sa tempe. Il fit mine de changer de sujet, posant des questions apparemment banales sur le trafic maritime de la région. Bernard répondit avec plus d'assurance, mais Jacques notait chaque hésitation, chaque glissement de regard. Quand il quitta le bureau, il savait qu'il tenait là un homme qui cachait quelque chose. Sur le quai, le vieux Émile était de retour, assis sur une caisse de bois, sa pipe crachant une maigre volute de fumée. Jacques s'approcha de lui, bien décidé à le faire parler davantage. « Vous avez l'air d'en savoir long sur ce port, Émile, » lança Jacques en s'asseyant à côté de lui. « Vous pourriez peut-être m'éclairer sur ces histoires de lumière. » Émile resta silencieux un moment, les yeux perdus dans le lointain. Puis il souffla un nuage de fumée comme s'il essayait de dissiper un souvenir douloureux. « Je ne suis qu'un vieux fou, monsieur Morel, » murmura-t-il, « mais il y a des choses qu'on ne devrait pas fouiller. Vous savez, la mer ne pardonne pas. Ceux qui en savent trop. » Il s'arrêta, jetant un coup d'œil nerveux autour de lui. Jacques posa une main rassurante sur son bras. « Je peux vous protéger, » promit-il, « mais j'ai besoin de comprendre. » Émile hocha lentement la tête. « Il y a quelques années, un bateau est arrivé ici, un de ceux qui n'auraient jamais dû revenir, » raconta-t-il, sa voix à peine audible. « Il transportait des choses et des gens. Depuis ce jour, ce port est maudit. Je ne peux rien vous dire de plus. » Jacques sentit son estomac se nouer. Des gens, avait-il dit. Était-ce le début d'un réseau de contrebande? Il remercia Émile pour son aide, mais il savait qu'il ne pourrait plus compter sur le vieil homme pour d'autres révélations. Il se rendit ensuite à la capitainerie, où il fouilla les archives maritimes. Là, parmi les dossiers poussiéreux, il trouva quelque chose de curieux. Un navire nommé l'Éclipsé, mentionné plusieurs fois dans des rapports de mouvement de bateaux, mais jamais dans les registres officiels de départs et d'arrivées. C'était comme si ce bateau existait dans une dimension parallèle, entrant et sortant du port sans laisser de traces. Jacques sentit son cœur s'accélérer. Ce bateau, il en était sûr, était la clé du mystère. Mais avant qu'il ne puisse poursuivre ses recherches, Sophie entra dans la pièce en courant, son visage pâle d'une terreur mal dissimulée. « Jacques, tu dois venir, » s'écria-t-elle. « Quelqu'un a fouillé ton bateau cette nuit. Je crois que tu es en danger. » Le détective sentit un frisson glacial le traverser. Il se redressa et suivit Sophie, son esprit déjà en train de formuler 1000 hypothèses. Quelqu'un voulait le faire taire, c'était évident, mais il ignorait encore à quel point ce danger serait proche et combien de secrets restaient à découvrir. Jacques suivit Sophie en silence jusqu'à son bateau, le Vigilant, amarré à l'extrémité du port. La coque d'acier, habituellement imposante et inébranlable, semblait aujourd'hui vulnérable sous le ciel gris et menaçant. Jacques monta à bord et découvrit le chaos. Des papiers éparpillés, des tiroirs forcés et une petite valise contenant ses notes de travail éventrées au sol. Cela n'avait rien d'un simple cambriolage. Quelqu'un avait fouillé son bateau avec minutie, cherchant des informations spécifiques. « C'est de pire en pire, » murmura Sophie.
les bras croisés autour de son corps, comme pour se protéger du vent coupant. « Jacques, tu dois comprendre que ces gens, ils n'ont pas peur de se salir les mains. » Le détective se redressa, les mâchoires serrées, déterminé. Il ne pouvait plus reculer maintenant, pas après avoir senti la menace palpable qui rôdait dans chaque recoin du port. Il devait suivre la piste de l'éclipsé, mais cette fois, avec plus de prudence. Ses recherches l'avaient déjà mené vers quelque chose de plus vaste et de plus sinistre qu'il ne l'avait imaginé. Il attendit la nuit pour mener sa prochaine enquête, accompagné de Sophie, qui avait refusé de le laisser seul. Ils marchèrent en silence le long des quais, évitant les lumières des lampadaires et se cachant dans l'ombre des bâtiments de stockage. Là, ils aperçurent un groupe d'hommes chargés des caisses sur un vieux bateau de pêche, l'un de ceux qui semblaient abandonnés pendant la journée. Jacques saisit les jumelles accrochées à sa ceinture et observa les hommes en détail. « Regarde ça, murmura-t-il à Sophie. Ce ne sont pas des pêcheurs ordinaires. Leurs gestes, leur vigilance, c'est comme s'ils s'attendaient à être attaqués. » Sophie hocha la tête, mais Jacques sentait qu'elle frémissait. Il posa une main rassurante sur son épaule avant de se rapprocher, toujours dissimulé dans l'ombre. Puis, un bruit de voix s'éleva, et ils écoutèrent attentivement. « La prochaine livraison doit partir demain, » dit l'un des hommes d'une voix grave. « Assurez-vous que tout soit prêt. Bernard ne tolérera aucun écart cette fois-ci. » Jacques sentit sa poitrine se serrer. Bernard Lefebvre, le capitaine du port, était donc impliqué. Cela confirmait ses soupçons, mais cela rendait la situation encore plus dangereuse. Ce n'était pas seulement un réseau de contrebande, c'était un réseau de trafic humain, opérant sous le couvert de la pêche commerciale. Ils reculèrent lentement, s'éloignant du quai sans faire de bruit. Mais avant qu'il n'ait atteint la sécurité des ruelles du port, une main puissante attrapa Jacques par l'épaule et le retourna brutalement. Un homme massif, vêtu d'un ciré sombre, se tenait là, le regard noir de suspicion. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» grogna-t-il, serrant Jacques d'une poigne de fer. Jacques ne perdit pas son sang-froid. Il offrit un sourire désarmant. « Je me promenais, dit-il d'un ton léger. C'est interdit maintenant de respirer l'air marin. » L'homme fronça les sourcils, mais Sophie intervint, jouant la carte de la localité. « Nous sommes ici depuis toujours, » dit-elle, la voix tremblante mais convaincante. « Nous avons entendu du bruit et c'est tout. Nous rentrons chez nous. » Après un moment d'hésitation, l'homme relâcha Jacques, mais son regard resta fixé sur eux tandis qu'ils s'éloignaient. Dès qu'ils furent hors de vue, Sophie éclata en larmes. « Jacques, je t'en supplie, arrêtons, » chuchota-t-elle. « Ces gens sont dangereux. Ils n'hésiteront pas à nous faire disparaître, nous aussi. » Mais Jacques savait qu'il ne pouvait plus s'arrêter. Pas maintenant. Ils retournèrent à son bateau pour discuter de la suite, et Jacques étala sur la table les notes et les preuves qu'il avait accumulées. Un plan commençait à se former dans son esprit, mais il savait que pour agir, il aurait besoin d'aide. Il se rappela alors d'Émile, le vieux pêcheur. Cet homme connaissait le port mieux que quiconque, et Jacques espérait qu'il aurait le courage de se dresser contre les criminels qu'il avait réduits au silence pendant tant d'années. Le lendemain matin, il retrouva Émile près des filets en train de fumer sa pipe. L'homme semblait encore plus vieux et fragile sous la lumière du matin. « Émile, » commença Jacques doucement, « je sais ce qui se passe ici. J'ai besoin de vous pour m'aider à arrêter tout ça, mais je comprendrai si vous avez trop peur. » Émile resta silencieux un long moment, ses yeux fatigués fixés sur la mer. Puis il soupira et écrasa sa pipe. « J'ai perdu des amis à cause de ces salopards, » dit-il d'une voix rauque. « Si vous êtes prêt à vous battre, alors je le suis aussi. Mais sachez que ça ne se terminera pas bien. » Jacques sentit un élan de gratitude envers cet homme brisé mais courageux. Ensemble, ils échafaudèrent un plan pour surveiller l'éclipsé et rassembler des preuves solides. Mais Jacques savait que le temps jouait contre eux. Et la question qui le hantait restait sans réponse. Jusqu'où ses ennemis seraient-ils prêts à aller pour protéger leurs secrets? La nuit tombait sur Sainte-Marguerite, enveloppant le port dans une obscurité pesante. Jacques et Émile, tapis derrière une pile de filets usés, observaient les allées et venues autour de l'éclipsé.
Le vieux bateau se balançait doucement sous les rafales de vent, semblant cacher en son sein tous les mystères du port. Sophie se tenait un peu plus loin, son visage crispé par l'inquiétude, mais ses yeux déterminés à ne pas abandonner Jacques. Des hommes se rassemblaient sur le quai, déchargeant et chargeant des caisses, avec une précision qui indiquait qu'ils ne faisaient pas que du simple travail de pêche. Jacques les observa, ses sens en alerte. L'un d'eux, un homme massif en ciré, semblait diriger les opérations, mais c'est un autre visage qui attira l'attention de Jacques. Bernard Lefebvre. Le capitaine du port donnait des ordres, son expression tendue trahissant l'urgence de la situation. Jacques chuchota à Émile. « Il faut agir vite. Je crois qu'on a assez vu pour prouver ce qui se passe ici. » Mais avant qu'ils ne puissent bouger, un craquement sonore retentit derrière eux. Jacques se retourna juste à temps pour voir quelqu'un sortir de l'ombre. Il se retrouva face à Sophie, mais cette fois, son expression était différente. Ce n'était pas la Sophie qu'il connaissait, courageuse et sincère. C'était une femme aux yeux durs, révélant une vérité qu'il ne voulait pas croire. « Sophie » murmura Jacques, un nœud se formant dans son estomac. Elle le fixa sans ciller, sa voix froide. « Je suis désolé, Jacques. Tu as mis ton nez là où il ne fallait pas. » Jacques sentit un choc le traverser, une trahison. Sophie, celle qu'il pensait être son alliée, était impliquée dans le réseau. Il chercha des mots, mais l'intensité de la révélation le laissait sans voix. « Pourquoi » réussit-il à demander, sa voix rauque. « Il n'y a pas que l'argent, répondit-elle, détournant les yeux. C'est plus compliqué que tu ne le crois, mais tu ne devais jamais découvrir tout ça. » Avant qu'il ne puisse répondre, Bernard s'approcha, une lueur satisfaite dans le regard. Jacques comprit alors qu'ils étaient encerclés. Émile, bien que tremblant, se redressa avec un courage surprenant. « On ne vous laissera pas faire, déclara-t-il, la voix ferme malgré son âge. Bernard éclata de rire. Mais ce rire se brisa lorsqu'un bruit lointain d'une sirène de police s'éleva, tranchant l'air de la nuit. Le plan de Jacques s'était mis en place. Il avait secrètement alerté les autorités, utilisant un ancien contact pour venir en aide. Les hommes de Bernard échangèrent des regards inquiets, et la tension monta en flèche. Dans la confusion qui suivit, Jacques et Émile saisirent leur chance. Les agents de police émergèrent de l'ombre, les phares de leurs véhicules illuminant le port comme un théâtre soudain éclairé. Bernard tenta de s'échapper, mais les policiers le maîtrisèrent rapidement. Sophie, voyant tout s'effondrer autour d'elle, laissa échapper un soupir, comme si le poids de la culpabilité l'écrasait enfin. « Tout est fini » murmura-t-elle, les larmes perlant à ses yeux. Jacques se tenait là, fatigué mais soulagé, tandis que les agents sécurisaient la zone. Le réseau de trafic humain avait été démantelé, mais le goût amer de la trahison restait. Jacques regarda Émile, qui hocha lentement la tête, reconnaissant du soutien et de la vérité enfin révélée. Le port retrouverait peut-être sa tranquillité, mais les cicatrices mettraient du temps à guérir. L'aube se levait sur Sainte-Marguerite, teintant le ciel de nuances roses et oranges. Le port, si longtemps enveloppé dans une atmosphère de peur et de secret, semblait respirer à nouveau. Les mouettes lançaient leurs cris habituels, et le va-et-vient des pêcheurs reprenait, cette fois sans l'ombre inquiétante qui pesait sur eux. Pourtant, l'agitation récente laissait des traces dans le cœur de la petite communauté. Jacques Morel, le détective maritime, se tenait au bout du quai, les mains dans les poches, observant l'eau paisible. Les souvenirs des derniers jours lui tournaient encore dans la tête. La tension, les révélations, la trahison de Sophie. Elle avait été emmenée par la police, le visage pâle et vide. Bernard Lefebvre, lui, avait tenté de protester de son innocence, mais les preuves accumulées et les témoignages des autres pêcheurs l'avaient accablé. Le réseau était démantelé, mais cela ne ramenait pas les disparus. Émile s'approcha de Jacques, une canne à pêche à la main, l'air plus détendu qu'il ne l'avait été depuis des semaines. Ses yeux, autrefois empreints de crainte, semblaient aujourd'hui apaisés. Il se planta à côté du détective, regardant la mer. « Merci, Jacques, » dit-il d'une voix rauque mais sincère. « Je pensais que je ne verrais jamais ce port retrouver sa paix. » Jacques hocha la tête sans détourner les yeux de l'horizon. « Vous m'avez beaucoup aidé, Émile. Vous avez eu le courage que d'autres n'auraient pas eu. » Le vieil homme sourit légèrement,
les rides de son visage se plissant comme un vieux parchemin. « Peut-être, répondit-il, mais c'est toi qui as changé les choses. » Un léger silence s'installa, ponctué seulement par le clapotis des vagues contre les coques des bateaux. Jacques sentit le poids de son propre parcours. Depuis qu'il avait quitté son travail de garde-côte, il n'avait jamais vraiment trouvé sa place. Mais cette enquête, aussi douloureuse et compliquée qu'elle ait été, lui avait rappelé pourquoi il avait choisi cette voie. Il n'était pas fait pour le confort ou la tranquillité. Il vivait pour la vérité, pour rendre justice à ceux qui n'avaient plus de voix. Sophie, elle, restait une blessure ouverte dans son cœur. Elle avait choisi un chemin sombre, poussé par des circonstances qu'il ne connaissait pas entièrement. Mais malgré sa trahison, Jacques se demandait si elle avait eu un moment de doute, un instant où elle avait regretté ses choix. Il préférait croire que oui, même si cela ne changeait rien. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant » demanda Émile, tirant Jacques de ses pensées. Jacques haussa les épaules. « Je suppose que je vais continuer. Il y a toujours d'autres mystères, d'autres vérités à déterrer. » Il se tourna vers Émile, lui tendant la main. « Prenez soin de ce port, d'accord ? Il a besoin de gens comme vous. » Émile serra sa main avec une force surprenante pour son âge, et Jacques sentit la chaleur de cette reconnaissance simple mais sincère. Ensuite, le détective s'éloigna, ses pas résonnant sur les planches de bois, prêt à reprendre la route. Il avait encore beaucoup à faire, mais il savait qu'ici, à Sainte-Marguerite, il avait fait ce qu'il devait faire. Alors qu'il s'éloignait, une brise légère apporta une odeur de sel et de liberté. Jacques sourit légèrement. La mer était encore pleine de secrets, et il était prêt à affronter tout ce qui l'attendait.